manière de voir spéciale des marchands de nouvelles. Des débitants de comédie humaine à la ligne, comme on examine, comme on retrouve et comme on pèse chez les commerçants des objets qu'on va découvrir au public. Il n'est plus question manuelle. Jacques Rival prit la parole. Cela lui appartenait. Personne autre ne pouvait traiter cette affaire. Duroy n'osait point placer un mot. Il regardait parfois sa voisine, dont la gorge ronde s'écoutait. Un diamant tenu par un fil d'or pendait au bas de l'oreille, comme une goutte d'eau qui aurait glissé sur la chair. De temps en temps, elle faisait une remarque qui éveillait toujours un sourire sur les lèvres. Elle avait un esprit drôle, gentil, inattendu, un esprit de gamine expérimentée qui voit les choses avec insouciance et les juge avec un scepticisme léger et bienveillant. Duroy cherchait en vain quelques compliments à lui faire, et ne trouvant rien, il s'occupait de sa fille, lui versait à boire, lui donnait ses plats, la servait. L'enfant, plus sévère que sa mère, remerciait avec une voix grave, faisait de courts saluts de la tête. « Vous êtes bien aimable, monsieur. » Et elle écoutait les grandes personnes, la petite air réfléchie. Le dîner était fort bon, et chacun s'extasiait. M. Walter mangeait comme un ogre, ne parlait presque pas et considérait d'un regard oblique qui glissait sous ses lunettes les mets qu'on lui présentait. Norbert de Varenne y tenait tête et laissait tomber parfois des gouttes de sauce sur son plastron de chemise. Forestier, souriant et sérieux, surveillait, échangeait avec sa femme des regards intelligents, à la façon de compères accomplissant ensemble une besogne difficile et qui marche à souhait. Les visages devenaient rouges, les voix s'enflaient. De moment en moment, les domestiques murmuraient l'oreille du convive. Canton, Château-la-Rose. Duroy avait trouvé le canton de son goût, et il laissait chaque fois remplir son verre. Une gaieté délicieuse entrait en lui, une gaieté chaude qui lui montait du ventre à la tête, lui courait dans les membres, le pénétrait tout entier. Il se sentait envahi par un bien-être complet, un bien-être de vie et de pensée, de corps et d'âme. Et une envie de parler lui venait, de se faire remarquer, d'être écouté et apprécié comme ces hommes dont on savourait les moindres expressions. C'est la causerie qui allait sans cesse, accrochant les idées les unes aux autres, sautant d'un sujet à l'autre sur un mot, un rien, après avoir fait le tour des événements du jour, et avoir effleuré, en passant, 1000 questions, revint à la grande interpellation de M. Morel sur la colonisation de l'Algérie. M. Walter, entre deux services, fit quelques plaisanteries, car il avait l'esprit sceptique et gras. Forestier raconta son article du lendemain. Jacques Rival réclama un gouvernement militaire avec des concessions de terre accordées à tous les officiers après 30 années de service colonial. De cette façon, disait-il, vous créerez une société énergique. Ayant appris depuis longtemps à connaître et à aimer le pays, sachant sa langue et au courant de toutes ces graves questions locales auxquelles se heurtent infailliblement les nouveaux pays. Norbert de Varenne l'interrompit. Oui, ils sauront tout, excepté l'agriculture. Ils parleront l'arabe, mais ils ignoreront comment on repique des betteraves et comment on fait du blé. Ils seront même forts en escrime, mais très faibles sur les engrais. Il faudrait au contraire ouvrir largement ce paysage à tout le monde. Les hommes intelligents s'y feront une place, les autres succomberont. C'est la loi sociale. Un léger silence suivit. On souriait. Georges Duroy ouvrit la bouche et prononça, surpris par le son de sa voix, comme s'il ne s'était jamais entendu parler. Ce qui manque le plus là-bas, c'est la bonne terre. Les propriétés vraiment fertiles coûtent aussi cher qu'en France et sont achetées, comme placement de fonds, par des Parisiens très riches. Les vrais colons, les pauvres, ceux qui s'exilent faute de pain, sont rejetés dans le désert où ils ne poussent rien, par manque d'eau. Tout le monde le regardait. Il se sentit rougir. M. Walter demanda. Connaissez l'Algérie, monsieur? Il répondit. Oui, monsieur. J'y
suis restée 28 mois et j'ai séjourné dans les 3 provinces. Et brusquement, oubliant la question morale, Norbert de Varenne l'interrogea sur un détail de mœurs qu'il tenait d'un officier. Il s'agissait d'une ZAP, cette étrange petite république arabe née au milieu du Sahara, dans la partie la plus desséchée de cette région brûlante. Le roi avait visité 2 fois le ZAP et il raconta les mœurs de ce singulier pays, où les gouttes d'eau ont la valeur de l'or, où chaque habitant est tenu à tous les services publics, où la probité commerciale est poussée plus loin que chez les peuples civilisés. Il parla avec une certaine verve aveugleuse, excitée par le vin et par le désir de plaire. Il raconta des anecdotes de régiment, des traits de la vie arabe, des aventures de guerre. Il trouva même faussement coloré pour exprimer ces contrées jaunes et bénies, interminablement désolées sous la flamme dévorante du soleil. Toutes les femmes avaient les yeux sur lui. Madame Walter murmura de sa voix lente: vous feriez avec vos souvenirs une charmante solidarité. Alors Walter considéra le jeune homme par-dessus le verre de ses lunettes, comme il faisait pour bien voir les visages. Il regardait les plats par-dessous. Forestier saisit le moment. Mon cher patron, je vous ai parlé tantôt de M. Georges Leroy, en vous demandant de me l'adjoindre pour le service des informations politiques. Depuis que Marambeau nous a quittés, je n'ai personne pour aller prendre des renseignements urgents et confidentiels. Et le journal en souffre. M. Walter devint sérieux et releva ses aspects de lunettes pour regarder le roi bien en face. Puis il dit: il est certain que M. Leroy a un esprit original. S'il veut bien venir causer avec moi, demain à 3 heures, nous arrangerons cela. Puis, après un instant, et se tournant tout à fait vers le jeune homme: mais faites-nous tout de suite une petite série fantaisiste sur l'Algérie. Vous raconterez vos souvenirs et vous mêlerez à ça la question de la colonisation, comme tout à l'heure. C'est d'actualité, tout à fait d'actualité. Et je suis sûre que ça plaira beaucoup à nos lecteurs. Mais dépêchez-vous. Il me faut le premier article pour demain ou après-demain, pendant qu'on discute à la chambre, afin d'amorcer les sujets. Madame Walter ajouta avec cette grâce sérieuse qu'elle mettait en tout et qui donnait un air de faveur à ses paroles: vous avez un titre charmant, souvenir d'un chasseur d'Afrique, n'est-ce pas, M. Norbert? Le vieux poète, arrivé tard à la renommée, détestait et redoutait les nouveaux venus. Il répondit d'un air sec: oui, excellent, à condition que la suite soit dans la note, car c'est là la grande difficulté. La note juste, ce qu'en musique on appelle le ton. Madame Forestier ouvrait du roi d'un regard protecteur et souriant, d'un regard de connaisseur qui semblait dire: toi, tu arriveras. Madame de Marais, avec des gestes et des éclats de voix. On discutait le grand projet du chemin de fer métropolitain. Le sujet ne fut épuisé qu'à la fin du dessert, chacun ayant une quantité de choses à dire sur la lenteur des communications dans Paris, les inconvénients des tramways, les ennuis des omnibus et la grossièreté des cochers de fiacre. Puis on quitta la salle à manger pour aller prendre le café. Duroy, par plaisanterie, offrit son bras à la petite fille. Elle le remercia gravement et se haussa sur la pointe du pied pour arriver à poser la main sur le coude de son voisin. En entrant dans le salon, il eut de nouveau la sensation de pénétrer dans une serre. De grands palmiers ouvraient leurs feuilles élégantes dans les 4 coins de la pièce, montaient jusqu'au plafond, puis s'élargissaient en jet d'eau. Des 2 côtés de la cheminée, des caoutchoucs, ronds comme des colonnes, étageaient l'une sur l'autre leurs longues feuilles d'un vert sombre. Et sur le piano, 2 arbustes inconnus, ronds et couverts de fleurs, l'un tout rose et l'autre tout blanc, avaient l'air de plantes factices, invraisemblables, trop belles pour être vraies. L'air était frais et pénétré d'un parfum vague, doux, qu'on aurait pu définir, dont on ne pouvait dire le nom. Et le jeune homme, plus maître de lui, considéra avec attention l'appartement. Il n'était pas grand,
Rien n'attirait le regard en dehors des arbustes. Aucune couleur vive ne frappait. Mais on se sentait à son aise dedans. On se sentait tranquille, reposé. Il enveloppait doucement, il plaisait, mettait autour du corps quelque chose comme une caresse. Les murs étaient tendus avec une étoffe ancienne d'un violet passé, criblée de petites fleurs de soie jaune, grosses comme des mouches. Des portières en drap bleu-gris, en drap de soldat, où l'on avait brodé quelques œillets de soie rouge, retombaient sur les portes, et les sièges de toutes les formes, de toutes les grandeurs, éparpillés au hasard dans l'appartement, chaises longues, fauteuils énormes ou minuscules, poules et tabourets, étaient couverts de soie Louis XVI, ou de beaux velours vitrés, fond crème à des seins grenats. Prenez-vous du café, monsieur Duroy? Et madame Forestier lui tendait une tasse pleine, avec ce sourire ami qui ne quittait point sa lèvre. Oui, madame, je vous remercie. Il reçut la tasse comme il se penchait plein d'angoisse pour cueillir avec la pince d'argent un morceau de sucre dans le sucrier que portait la petite fille. La jeune femme lui dit à mi-voix: Faites donc votre cours, madame Walter. Puis elle s'éloigna avant qu'il ait pu répondre un mot. Il but d'abord son café qu'il craignait de laisser tomber sur le tapis. Puis, l'esprit plus libre, il chercha un moyen de se rapprocher de la femme de son nouveau directeur et d'entamer une conversation. Tout à coup, il s'aperçut qu'elle tenait à la main sa tasse vide. Et, comme elle se trouvait loin d'une table, elle ne savait où la poser. Il s'élança. Permettez, madame. Merci, monsieur. Il emporta la tasse, puis il revint. Si vous saviez, madame, quel bon moment m'a fait passer la vie française quand j'étais là-bas dans le désert. C'est vraiment le seul journal qu'on puisse lire hors de France, parce qu'il est plus littéraire, plus spirituel et moins monotone que tous les autres. On trouve de tout là-dedans. Elle sourit avec une indifférence aimable et répondit gravement. Monsieur Walter a eu bien du mal pour créer ce type de journal, répondait à un besoin nouveau. Ils se mirent à causer. Il avait la parole facile et banale, du charme dans la voix, beaucoup de grâce dans le regard et une séduction irrésistible dans la moustache. Elle s'ébouriffait sur sa lèvre, crépue, frisée, jolie, d'un blond teinté de roux, avec une nuance plus pâle dans les poils hérissés des boucles. Ils parlèrent de Paris, des environs, des bords de la Seine, des villes d'eau, des plaisirs de l'été, de toutes les choses courantes sur lesquelles on peut discourir indéfiniment sans se fatiguer l'esprit. Puis, comme M. Norbert de Varenne s'approchait, un verre de liqueur à la main, Duroy s'éloigna par discrétion. Madame de Marelle, qui venait de causer avec Forestier, l'appela. « Eh bien, monsieur, dit-elle brusquement, vous voulez donc tâter du journalisme ?» Alors il parla de ses projets en termes vagues, puis recommença avec elle la conversation qu'il venait d'avoir avec madame Walter, mais comme il possédait mieux son sujet, il s'y montra supérieur, répétant comme de lui des choses qu'il venait d'entendre. Et sans cesse, il regardait dans les yeux sa voisine, comme pour donner à ce qu'il disait un sens profond. Elle lui raconta à son tour des anecdotes, avec un entrain facile de femme qui se sait spirituelle et qui veut toujours être drôle. Et, devenant familière, elle posait la main sur son bras, baissait la voix pour dire des riens, et prenait ainsi un caractère d'intimité. Il s'exaltait intérieurement à frôler cette jeune femme qui s'occupait de lui. Il aurait voulu tout de suite se dévouer pour elle, la défendre, montrer ce qu'il valait. Et les retards qu'il mettait à lui répondre indiquaient la préoccupation de sa pensée. Et tout à coup, sans raison, madame de Marelle appelait « Laurine !» et la petite fille s'en vint. « Assieds-toi là, mon enfant, tu aurais froid près de la fenêtre. » Et Duroy fut pris d'une envie folle d'embrasser la fillette, comme si quelque chose de ce baiser eût dû retourner à la mère. Il demanda d'un ton galant et paternel. « Voulez-vous me permettre de vous embrasser, mademoiselle ?» L'enfant leva les yeux sur lui d'un air surpris. Madame de Marelle dit en riant. « Réponds !»« Je veux bien, monsieur, pour aujourd'hui, mais ce ne sera pas toujours comme ça. » Duroy, s'asseyant aussitôt,
prit sur son genou Laurine, puis effleura des lèvres les cheveux ondés et fins de l'enfant. La mère s'étonna. Tiens, elle ne s'est pas sauvée. C'est stupéfiant. Elle ne se laisse d'ordinaire embrasser que par les femmes. Vous êtes irrésistible, monsieur du roi. Il rougit sans répondre, et d'un mouvement léger, il balançait la petite fille sur sa jambe. Madame Forestier s'approcha et poussant un cri d'étonnement. Tiens, voilà Laurine apprivoisée. Quel miracle! Jacques Rival aussi s'en venait, un cigare à la bouche, et du roi se leva pour partir. Ayant peur de gâter par quelques mots maladroits la besogne faite, son œuvre de conquête commencée. Il salua, prit et serra doucement la petite main tendue des femmes, puis secoua avec force la main des hommes. Il remarqua que celle de Jacques Rival était sèche et chaude, et répondait cordialement à sa pression. Celle de Norbert de Varenne, humide et froide, et fuyait en glissant entre les doigts. Celle du père Walter, froide et molle, sans énergie, sans expression. Celle de Forestier, grasse et fière. Son ami lui dit à mi-voix. Demain, 3 heures, n'oublie pas. Oh non, je ne crains rien. Quand il se retrouva sur l'escalier, il eut envie de descendre en courant dans sa joie et véhémente. Et il s'élança, enjambant les marches 2 par 2. Mais tout à coup, il aperçut dans la grande glace du second étage un monsieur pressé qui venait en gambadant à sa rencontre. Et il s'arrêta net, monstrueux, comme s'il venait d'être surpris en faute. Puis, il se regarda longuement, émerveillé d'être vraiment aussi joli garçon. Puis il se sourit avec complaisance. Puis, prenant congé de son image, il se salua très bas, avec cérémonie, comme on salue les grands personnages. Chapitre 3. Quand Georges Duroy se retrouva dans la rue, il hésita sur ce qu'il ferait. Il avait envie de courir, de rêver, d'aller devant lui en songeant à l'avenir et en respirant l'air doux de la nuit. Mais la pensée de la série d'articles demandés par le père Walter le poursuivait, et il se décida à rentrer tout de suite pour se mettre au travail. Il revint à grands pas, gagna le boulevard extérieur et le suivit jusqu'à la rue Boursault qu'il habitait. Sa maison, haute de 6 étages, était peuplée par 20 petits ménages, ouvriers et bourgeois, et il éprouva en montant l'escalier, dont il éclairait avec des allumettes et bougies les marches sales où traînaient des bouts de papier, des bouts de cigarettes, des épluchures de cuisine, une écœurante sensation de dégoût et une hâte de sortir de là, de loger comme les hommes riches, en des demeures propres, avec des tapis. Une odeur lourde de nourriture, de fausse d'aisance et d'humanité, une odeur stagnante de crasse et de vieilles murailles, qu'aucun courant d'air n'eût pu chasser de ce logis, l'emplissait du haut en bas. La chambre du jeune homme, au 5e étage, donnait sur un abîme profond, sur l'immense tranchée du chemin de fer de l'Ouest, juste au-dessus de la sortie du tunnel, près de la gare des Batignolles. Duroy ouvrit sa fenêtre et s'accouda sur l'appui de fer rouillé. Au-dessous de lui, dans le fond du trou sombre, 3 signaux rouges immobiles avaient l'air de gros yeux de bête. Et plus loin, on en voyait d'autres, et encore d'autres encore plus loin. À tout instant, des coups de sifflet prolongés ou courts passaient dans la nuit, les uns proches, les autres à peine perceptibles, venus de là-bas, du côté d'Asnières. Ils avaient des modulations comme des appels de voix. Un d'eux se rapprochait, poussant toujours son cri plaintif qui grandissait de seconde en seconde, et bientôt une grosse lumière jaune apparut, courant avec un grand bruit. Et Duroy regarda le long chapelet des wagons s'engouffrer sous le tunnel. Puis il se dit « Allons, au travail !» Il posa sa lumière sur sa table, mais au moment de se mettre à écrire, il s'aperçut qu'il n'avait chez lui qu'un cahier de papier à lettres. Tant pis, il l'utiliserait en ouvrant la feuille dans toute sa grandeur. Il trempa sa plume dans l'encre et écrivit en tête de sa plus belle écriture « Souvenir d'un chasseur d'Afrique ». Puis il chercha le commencement de la première phrase. Il restait le front dans sa main, les yeux fixés sur le carré blanc déployé devant lui. Qu'allait-il ?
ne trouvait plus rien maintenant de ce qu'il avait raconté tout à l'heure. Pas une anecdote, pas un fait, rien. Tout à coup, il pensa, il faut que je débute par mon départ. Et il écrivit. C'était en 1874, aux environs du 15 mai, alors que la France épuisée se reposait après les catastrophes de l'année terrible. Et il s'arrêta net, ne sachant comment amener ce qui suivrait. Son embarquement, son voyage, ses premières émotions. Après 10 minutes de réflexion, il se décida à remettre au lendemain la page préparatoire du début et à faire tout de suite une description d'Alger. Et il traça sur son papier. Alger est une ville toute blanche, sans parvenir à énoncer autre chose. Il revoyait en souvenir la jolie cité claire, dégringolant comme une cascade de maisons plates, du haut de sa montagne, dans la mer. Mais il ne trouvait plus un mot pour exprimer ce qu'il avait vu, ce qu'il avait senti. Après un grand effort, il ajouta. Elle est habitée en partie par des Arabes. Puis il jeta sa plume sur la table et se leva. Sur son petit lit de fer, où la place de son corps avait fait un creux, il aperçut ses habits de tous les jours jetés là, vides, fatigués, flasques, vilains comme des hardes de la morgue. Et sur une chaise de paille, son chapeau de soie, son unique chapeau, semblait ouvert pour recevoir l'aumône. Ces murs, tendus d'un papier gris à bouquet bleu, avaient autant de taches que de fleurs, des taches anciennes, suspectes, dont on aurait pu dire la nature, bêtes écrasées ou gouttes d'huile, bouts de doigts graissés de pommade ou écume de la cuvette projetée pendant les lavages. Cela sentait la misère honteuse, la misère encarnée de Paris. Et une exaspération le souleva contre la pauvreté de sa vie. Il se dit qu'il fallait sortir de là tout de suite, qu'il fallait en finir dès le lendemain avec cette existence besogneuse. Une ardeur de travail l'ayant soudain ressaisi, il se rassit devant sa table et recommença à chercher des phrases pour bien raconter la physionomie étrange et charmante d'Alger. Cette antichambre de l'Afrique mystérieuse et profonde, l'Afrique des Arabes vagabonds et des nègres inconnus, l'Afrique inexplorée et tentante, dont on nous montre parfois dans les jardins publics les bêtes invraisemblables qui semblent créées pour des contes de fées, les autruches, ces poules extravagantes, les gazelles, ces chèvres divines, les girafes surprenantes et grotesques, les chameaux braves, les hippopotames monstrueux, les rhinocéros informes et les gorilles, ces frères effrayants de l'homme. Il sentait vaguement des pensées lui venir. Il les aurait dites peut-être, mais il ne les pouvait point formuler avec des mots écrits. Et son impuissance l'enfiévrant, il se leva de nouveau, les mains humides de sueur et le sang battant aux tempes. Et ses yeux étaient tombés sur la note de sa blanchisseuse, montée le soir même par le concierge. Il fut saisi brusquement par un désespoir éperdu. Toute sa joie disparut en une seconde avec sa confiance en lui et sa foi dans l'avenir. C'était fini, tout était fini, il ne ferait rien. Il ne saurait rien, il se sentait vide, incapable, inutile, condamné. Et il retourna s'accouder à la fenêtre, juste au moment où un train sortait du tunnel avec un bruit subit et violent. Il s'en allait là-bas, à travers les champs et les plaines, vers la mer, et le souvenir de ses parents entra au cœur de du roi. Il allait passer près d'eux, cependant, à quelques lieues seulement de leur maison. Il la revit, la petite maison, au haut de la côte, dominant Rouen et l'immense vallée de la Seine, à l'entrée du village de Canteleu. Son père et sa mère tenaient un petit cabaret, une guinguette où les bourgeois des faubourgs venaient déjeuner le dimanche, à la belle vue. Ils avaient voulu faire de leur fils un monsieur, ils l'avaient mis au collège. Ses études finies et son baccalauréat manqué, il était parti pour le service avec l'intention de devenir officier, colonel, général. Mais, dégoûté de l'état militaire, bien avant d'avoir fini ses 5 années, il avait rêvé de faire fortune à Paris. Il y était venu, son temps expiré, malgré les prières du père et de la mère, qui leur songe envolé voulaient le garder maintenant. À son tour, il espérait un avenir. Il
il entrevoyait le triomphe des moyens d'événements encore confus dans son esprit, qui saurait assurément faire naître et seconder. Il avait eu au régiment des succès de garnison, des bonnes fortunes faciles et même des aventures dans un monde plus élevé. Ayant séduit la fille d'un percepteur qui voulait tout quitter pour le suivre, et la femme d'un avoué qui avait tenté de se noyer par désespoir d'être délaissé. Ses camarades disaient de lui « C'est un malin, c'est un roublard, c'est un débrouillard qui saura se tirer d'affaire. » Et il s'était promis en effet d'être un malin, un roublard, un débrouillard. Sa conscience native de Normand, frottée par la pratique quotidienne de l'existence de garnison, distendue par les exemples de maraudage en Afrique, de bénéfices illicites, de supercheries suspectes, fouettée aussi par les idées d'honneur qui ont cours dans l'armée, par les bravades militaires, les sentiments patriotiques, les histoires magnanimes racontées entre sous-offres, et par la gloriole du métier, était devenue une sorte de boîte à triple fond où l'on trouvait de tout. Mais le désir d'arriver y régnait en maître. Il s'était remis sans s'en apercevoir à rêvasser comme il faisait chaque soir. Il imaginait une aventure d'amour magnifique qui l'amenait d'un seul coup à la réalisation de son espérance. Il épousait la fille d'un banquier ou d'un grand seigneur rencontré dans la rue et conquise à première vue. Le sifflet strident d'une locomotive qui sortit toute seule du tunnel comme un gros lapin de son terrier et courant à toute vapeur sur les rails, filait vers le garage des machines où elle allait se reposer, le réveilla de son songe. Alors, ressaisi par l'espoir confus et joyeux qui hantait toujours son esprit, il jeta à tout hasard un baiser dans la nuit, un baiser d'amour vers l'image de la femme attendue, un baiser de désir vers la fortune convoitée. Puis il ferma sa fenêtre et commença à se dévêtir en murmurant. « Bah, je serai mieux disposée demain matin. Je n'ai pas l'esprit libre ce soir. Et puis, j'ai peut-être aussi un peu trop bu. On ne travaille pas bien dans ces conditions-là. » Il se mit au lit, souffla la lumière et s'endormit presque aussitôt. Il se réveilla de bonne heure comme on s'éveille au jour d'espérance vive ou de soucis. Et, sautant du lit, il alla ouvrir sa fenêtre pour avaler une bonne tasse d'air frais, comme il disait. Les maisons de la rue de Rome, en face, de l'autre côté du large fossé du chemin de fer, éclatantes dans la lumière du soleil levant, semblaient peintes avec de la clarté blanche. Sur la droite, au loin, on apercevait les coteaux d'Argenteuil, les hauteurs de Sannois et les moulins d'Orgemont dans une brune bleuâtre et légère, semblable à un petit voile flottant et transparent qui aurait été jeté sur l'horizon. Duroy demeura quelques minutes à regarder la campagne lointaine, et il murmura. Il ferait bougrement bon là-bas un jour comme ça. Puis il songea qu'il lui fallait travailler, et tout de suite, et aussi envoyer, moyennant 10 sous, le fils de sa concierge dire à son bureau qu'il était malade. Il s'assit devant sa table, trempa sa plume dans l'encrier, prit son front dans sa main et chercha des idées. Ce fut en vain. Rien ne venait. Il ne se découragea pas cependant. Il pensa. Bah, je n'en ai pas l'habitude. C'est un métier à apprendre comme tous les métiers. Il faut qu'on m'aide les premières fois. Je vais trouver Forestier qui me mettra mon article sur pied en 10 minutes. Et il s'habilla. Quand il fut dans la rue, il jugea qu'il était encore trop tôt pour se présenter chez son ami qui devait dormir tard. Il se promena donc tout doucement sous les arbres du boulevard extérieur. Il n'était pas encore 9 heures et il gagna le parc Monceau tout frais de l'humidité des arrosages. S'étant assis sur un banc, il se mit à rêver. Un jeune homme allait et venait devant lui, très élégant, attendant une femme sans doute. Elle parut, voilée, le pied rapide, et ayant pris son bras pour une courte poignée de main, ils s'éloignèrent. Un tumultueux besoin d'amour entra au cœur de Duroy. Un besoin d'amour distingué, parfumé, délicat. Il se leva et se remit en route en songeant à Forestier. Avait-il de la chance, celui-là? Il arriva devant sa porte au moment où son ami sortait. « Te voilà à cette heure-ci, que me voulais-tu » Duroy, troublé de le rencontrer ainsi comme il s'exprimait. Il s'arrêta, hésitant un peu. Forestier souriait avec malice.
Je connais ça. Roi reprit. Oui, ça doit arriver à tout le monde en commençant. Eh bien, je venais, et soudain hésitait, n'osait point. Mais à cette heure-ci, je ne peux pas me présenter devant elle. Si, parfaitement, elle est levée. Tu la trouveras dans mon cabinet de travail, en train de mettre en ordre tes notes pour moi. L'autre refusait de monter. Non, ça n'est pas possible. Forestier le prit par les épaules, le fit pivoter sur ses talons et le poussa vers l'escalier. Mais va donc, grand serin, quand je te dis d'y aller, tu ne vas pas me forcer à regrimper mes 3 étages pour te présenter et expliquer ton cas. Alors Roi se décida. Merci, j'y vais. Je lui dirai que tu m'as forcé, absolument forcé à venir la trouver. Oui, elle ne te mangera pas, sois tranquille. Surtout n'oublie pas tantôt 3 heures. Oh, ne crains rien. Et Forestier s'en alla de son air pressé, tandis que Roi se mit à monter lentement, marche à marche, cherchant ce qu'il allait dire et inquiet de l'accueil qu'il recevrait. Le domestique vint lui ouvrir. Il avait un tapis des yeux et tenait un balai dans ses mains. Monsieur est sorti, dit-il, sans attendre la question. Roi insista. Demandez à Madame Forestier si elle peut me recevoir et prévenez-la que je viens de la part de son mari, que j'ai rencontré dans la rue. Puis il attendit. L'homme revint, ouvrit une porte à droite et annonça. Madame attend monsieur. Elle était assise sur un fauteuil de bureau, dans une petite pièce dont les murs se trouvaient entièrement cachés par des livres bien rangés sur des planches de bois noir. Des reliures de tons différents, rouge, jaune, verte, violette et bleu, mettaient de la couleur et de la gaieté dans cet alignement monotone de volumes. Elle se retourna, souriant toujours, enveloppée d'un peignoir blanc garni de dentelle, et elle tendit sa main, montrant son bras nu dans la manche largement ouverte. Déjà, dit-elle, puis elle reprit. Ce n'est point un reproche, c'est une simple question. Il balbutia. Oh, madame, je ne voulais pas monter.